Bonjour, nous sommes le mercredi 15 janvier 2015, il est un peu plus de midi. Je vais revenir sur certaines questions qui sont apparues à la suite des incidents de la semaine dernière, concernant notamment la question juridique, la question de la nationalité. Quand on écoute les commentateurs, on a quand même un certain sentiment de malaise. On parle d'immigration, mais on nous dit aussi qu'il y a des gens qui sont issus de l'immigration et qui sont français. Mais on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la nationalité française. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que cela implique. Y a-t-il une différence fondamentale entre un maghrébin français de première ou deuxième, troisième génération et un immigré maghrébin qui viendrait de débarquer? Je ne suis pas certain. Le phénomène vaut, d'ailleurs, dans bien d'autres cas, je ne voudrais surtout pas me polariser sur cette question. Il y a déjà une vingtaine d'années, j'avais fait une analyse concernant l'immigration russe en Israël, et donc pour dire les juifs russes en Israël. Et je constatais, on était donc dans les années 95 à peu près, que les juifs russes qui étaient arrivés en Israël 20 ans plus tôt, ce qui était d'ailleurs le cas de mon ex-femme, avaient fait un gros effort d'hébraïsation, d'intégration, et que 20 ans plus tard, les choses ne s'étaient pas passées de la même façon. C'est-à-dire que la deuxième vague peut neutraliser la dynamique de la première vague d'immigration. Il semble que ce soit également produit en France. Il semble que les premières vagues d'immigration aient fait un effort d'intégration plus sérieux que la seconde, et que même la seconde a entraîné la première dans sa démarche. Et le phénomène s'explique de cette façon. La deuxième vague, c'est donc la problématique de la deuxième vague, le syndrome de la deuxième vague. La deuxième vague va arriver dans un lieu où il y a déjà des gens qui sont en rapport, qui sont communs à la deuxième vague, qui sont de même origine, de même langue. Le fait de rencontrer des gens de même langue, déjà intégrés, va freiner en quelque sorte le processus d'intégration, va le démotiver, puisqu'on a affaire à des gens qu'on rencontre et qui sont à la fois intégrés et à la fois qui sont proches de vous, nouvelle vague. Et donc, qui sont des interfaces entre vous et la société d'accueil. Et en tant qu'interface, ils vous épargnent le travail d'intégration. Et on se contente de demi-mesures, en quelque sorte. Et donc les juifs russes arrivant en Israël dans les années 90, ils se sont contentés de demi-mesures. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, ils ont pu profiter des Russes déjà installés. Je ne parle pas de l'immigration du début du XXe siècle, bien sûr. Je parle de l'immigration des années 70, avant la chute du mur de Berlin. Et les Rufusniks, etc. Et donc, ils se sont installés, ils ont trouvé des gens qui étaient déjà installés, et ils se sont contentés d'une sorte de cote mal taillée, en fin de compte. C'est-à-dire, on connaît un peu l'hébreu, mais pas trop, et on se sert de ceux qui sont déjà intégrés comme chaînon intermédiaire, en quelque sorte. Si on reprend cet exemple, voyez-vous que je ne constitue pas cet exemple du tout par rapport à la société française, puisque j'ai élaboré mon modèle d'abord par rapport à Israël. Si on reprend cet exemple, si on le transpose au niveau de la France, je ne connais pas très bien l'histoire des migrations maghrébines en France. Mais visiblement, ça s'est fait en plusieurs temps. Et d'ailleurs, curieusement, les mêmes années 70 qui ont favorisé l'immigration russe, judéique en Israël, ont également favorisé l'immigration maghrébine en France, d'après ce que j'ai compris.
notamment avec la bénédiction de Jusqu'à l'Estin, pour des raisons qui étaient liées à la démographie, aux conditions économiques qu'à l'époque la France avait besoin de main-d'œuvre, etc. Mais il y a eu d'autres immigrations par la suite, d'autres arrivages, et ce sont ces autres arrivages qui peuvent avoir contaminé en quelque sorte la première immigration. Comme ça s'est fait effectivement en Israël, où des Russes qui étaient restés un petit peu, qui avaient vraiment voulu s'immerger dans la société israélienne, sont redevenus beaucoup plus conscients de leur russité par la suite du fait de l'arrivage de nouveaux venus, et puis aussi parce que au niveau technique, au niveau technologique, les chaînes câblées, la possibilité d'écouter la télévision russe qui n'existait pas dans les années 70, s'est considérablement démocratisé 20 ans plus tard, pour ne pas parler d'aujourd'hui. Il y a des gens qui rentrent, quand ils rentrent chez eux, ils allument le poste, ils regardent la même émission que s'ils étaient à Moscou ou à Leningrad ou à Odessa. Bon, alors, donc le phénomène fait que il faut éviter cette problématique de la deuxième vague, parce que la deuxième vague va annihiler, en tout cas relativiser, les efforts de la première vague. Inévitablement. C'est une question d'économie, si on peut dire, d'économie d'énergie. Quand quelqu'un arrive quelque part et que le travail est déjà mâché, et qu'il y a déjà des gens qui sont capables de faire l'interface, eh ben, il ne voit pas de raison de faire plus d'efforts qu'il n'en est nécessaire ou qu'il est requis. Et donc, par conséquent, il n'ira pas jusqu'au bout de son processus d'intégration, il restera à mi-chemin. Et en plus, il entraînera dans cette démarche les générations suivantes. Alors maintenant, une autre question qui se pose, c'est le problème de la responsabilité. Est-ce que nous sommes responsables collectivement de ce qui se passe? D'un point de vue judaïque, les Juifs sont effectivement responsables collectivement. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple et nous sommes une entité. Et le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu individuel. C'est un Dieu du peuple juif, pour le peuple juif. Donc dans ce cas-là, je reconnais que la solidarité entre juifs, l'existence d'une judaïté collective et globale, me paraît un élément essentiel de la religion juive, et même de la condition juive. Bon, maintenant, dans le cas des autres religions, est-ce que c'est transposable? Est-ce qu'il semblerait que oui? Il semblerait que... c'est intéressant d'ailleurs, c'est une théorie qui me vient à l'esprit. En fin de compte, les musulmans prennent modèle sur les juifs. Quelque part, ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire à tout le monde, mais c'est une hypothèse que j'expose. Cette solidarité des juifs de par le monde, et notamment par rapport à Israël, pourquoi n'existerait-elle pas aussi chez les musulmans? Sur le modèle juif, justement. Peut-être que la religion islamique, au départ, elle n'est pas collective, elle est peut-être individuelle. Beaucoup plus que la religion juive. C'est à vérifier. Il faut relire le Coran, il faut relire aussi les livres de prière, ce que je n'ai pas fait. Les livres de prière musulmans, il faut les lire, comme il faut lire les livres de prière juifs, et pas seulement la Bible. Je parierais, mais je me trompe peut-être, que on parle plus de la dimension individuelle. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'islam, on dit l'islam, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est certain que la notion de solidarité entre les diasporas, entre guillemets, musulmanes et arabes, existe, et qu'il n'y a donc pas lieu véritablement d'être surpris, malheureusement, par la contamination de ce qui se passe au Proche-Orient en France. C'est dans l'ordre des choses. Ça ne le serait pas si les musulmans français étaient restés étrangers à ce qui se passait en Palestine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut le regretter, mais c'est un fait. Et par conséquent, là, on est dans une sorte de cercle vicieux. Alors, dans le cas de la chrétienté,
Parce que la chrétienté aussi a un sentiment fort d'identité collective, transnationale, ou bien les chrétiens sont-ils plus enracinés dans leur terrain national propre, à chacun? Une question qui se pose. En tout cas, une des grandes questions qui se pose au niveau du religieux, c'est de savoir si le religieux nous parle de l'individu ou d'une entité qui serait le peuple juif, qui serait l'assemblée des croyants, qui serait l'Église, etc. C'est une question qui se pose, mais il est clair que si c'est l'option d'une appartenance identitaire à une entité, malheureusement, il y a forcément des vases communicants entre ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe en France. On ne peut pas l'ignorer et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.